Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Doc d'Histoire. Aujourd'hui, nous allons évoquer un événement que tout le monde connaît, l'un des événements les plus importants du XXe siècle, c'est l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo. Toutefois, cet événement, nous allons l'étudier d'un certain angle de vue. D'abord, on va essayer de voir très précisément ce qui s'est réellement passé ce 28 juin 1914, et puis ensuite, on essaiera aussi de comprendre comment la presse française a traité cet assassinat de l'archiduc François Ferdinand. On va évidemment parler de cette illustration ici qu'on retrouve un peu partout et qui est tirée du petit journal illustré. Mais donc, avant d'en arriver là, il s'agit de comprendre l'événement lui-même et aussi de comprendre ses tenants et ses aboutissants. Toutefois, je prends d'abord quelques secondes pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc nous sommes le 28 juin 1914. On est le matin, à 9h50, François Ferdinand descend du train avec son épouse à la gare de Sarajevo. C'est ce que vous voyez ici. L'archiduc est sur place pour assister à des manœuvres militaires et pour faire sans doute ce qu'on appellerait aujourd'hui un peu de com dans ce territoire qui a été nouvellement annexé à l'Empire austro-hongrois. Rappelons qu'à ce moment-là, François Ferdinand est l'héritier présomptif de cet empire et vu l'âge de François-Joseph, qui est l'empereur régnant, eh bien François Ferdinand doit arriver au pouvoir prochainement. À cette époque, l'Autriche-Hongrie est un territoire immense où cohabitent plusieurs peuples, sauf que certains peuples sont moins bien traités que les deux principaux, qui sont donc les Autrichiens et les Hongrois. L'idée de François Ferdinand, une fois qu'il sera arrivé au pouvoir, c'est d'accorder plus de place aux Slaves, ce qui réduirait du même coup l'influence des Hongrois. Ça ne fait pas les affaires d'une autre puissance, qui souhaite au contraire que les Slaves d'Autriche-Hongrie se révoltent afin de les absorber. Cette puissance, c'est la Serbie. Si François Ferdinand arrive au pouvoir, la Serbie peut craindre que les Slaves d'Autriche-Hongrie deviennent les défenseurs de l'Empire austro-hongrois. La Serbie, c'est le pays dont est originaire notre assassin, qui est donc Gavrilo Princip. Fin juin 1914, Gavrilo Princip n'a pas encore 20 ans, il va les avoir quelques jours plus tard. Il n'est pas le seul comploteur sur place, en tout ils sont 7, à peu près du même âge. Gavrilo Princip, comme la plupart des autres comploteurs, réside en Bosnie. Cette région de l'Empire ottoman a été annexée par l'Autriche-Hongrie en 1908. Et dans cette région vivent de nombreux Serbes. Les Serbes n'ont pas accepté cette annexion et depuis, la Main Noire, qui est une organisation clandestine pilotée par le chef des services secrets serbes, mène des actions de déstabilisation en Bosnie. Et Gavrilo Princip, comme les autres comploteurs, sont de pauvres jeunes hommes qui ne mangent pas vraiment à leur faim et ils ont été recrutés par la Main Noire qui leur a aussi fourni des armes et qui va les utiliser donc pour cette fameuse journée. À la gare, le couple François Ferdinand et son épouse montent dans une automobile que vous voyez ici pour se rendre à la mairie de Sarajevo. Donc ils s'installent à l'arrière du véhicule et devant eux se trouve le général Potiorek et à côté du chauffeur, le lieutenant-colonel Franz von Harrar. On a une voiture devant avec le maire de la ville et 3 autres voitures derrière pour assurer la sécurité du convoi. Et à ce moment-là, il faut le dire, le couple est ravi de son voyage. Ils ont été parfaitement reçus partout et tout s'est passé de façon idyllique. Ils arrivent sur le quai Appel où ils découvrent donc le panorama de la ville de Sarajevo, illustré ici par ces quelques cartes postales. On va voir maintenant le plan de Sarajevo au début du XXe siècle. Voilà donc Sarajevo en 1914. On va zoomer tout de suite sur l'endroit qui nous intéresse. Le cortège arrive par ici. La mairie se situe là-bas, donc pour s'y rendre, il va effectivement falloir passer par le quai d'Appel qui longe la rivière. Le cortège suivra cet itinéraire simple. Du coup, nos 7 terroristes vont se placer sur le quai d'Appel. Ils ont chacun une bombe, un pistolet et un sachet rempli de cyanure. La bombe est de la taille d'un savon et après avoir activé le détonateur, le terroriste a 12 secondes pour agir. Pourquoi utiliser 7 terroristes? Sans doute parce que ceux-ci ne sont pas forcément fiables, ils ne sont pas forcément doués, ce ne sont pas des assassins, du moins pas encore, et même leur matériel n'est pas de très bonne qualité jusqu'au cachet de cyanure, comme on le verra tout à l'heure. Ce qui est étonnant en revanche, c'est qu'on n'a aucun soldat disposé sur un trajet qui est connu de tous depuis longtemps. Et en plus, l'archiduc et son épouse roulent dans une voiture avec la capote ouverte. Et il n'y a même pas un garde du corps autour de François-Joseph, simplement parce que le chef des gardes du corps s'est trompé de voiture. On a quand même une incompétence qui est ici flagrante.
Le cortège avance donc le long du quai, pavoisé pour l'occasion, il s'approche du pont où s'est placé l'un des terroristes, qui est Mehmet Bazic, qui est ici. Des acclamations éclatent autour de lui, il s'empare de sa bombe, il essaye de la désamorcer, mais il est pris de peur et finalement il retient son geste. Le cortège poursuit donc son chemin sans s'être rendu compte de rien, et quelques mètres plus loin, du côté de la rivière, se trouve Gabrinovic. Il est environ 10h15. Gabrinovic sort sa bombe, il la désamorce sur un réverbère, ce qui provoque une forte détonation. Le lieutenant-colonel qui est dans la voiture de François-Joseph croit un pneu éclaté, mais le chauffeur, lui, a vu qu'on lançait une bombe, et donc il accélère un grand coup. Malgré tout, la bombe arrive sur la voiture, et là on ne sait pas exactement ce qui se passe, soit elle rebondit sur la voiture, soit c'est l'archiduc qui a réussi à l'écarter du revers de la main. Dans tous les cas, c'est raté, mais la bombe explose tout de même sous la voiture suivante. Et les passagers de cette voiture sont conduits à l'hôpital. Des passants ont aussi été blessés, et Gabrinovic, lui, il absorbe son cyanure et se jette dans la rivière. Sauf que, manque de chance, il tombe sur du sable, et le cyanure ne fait que lui causer des douleurs abdominales, et il est aussitôt arrêté. Le cortège, lui, s'est arrêté, l'archiduc s'assure que tout le monde va bien, Sophie est très légèrement blessée au visage, et le cortège repart. Les autres terroristes, soit ont eu peur, soit ont pensé que le coup était fait. L'un d'eux va même jusqu'à aller se cacher dans le bâtiment d'une association culturelle serbe. Principe, lui, eh bien, il entend la bombe et il pense que l'opération est réussie. Il court vers l'endroit de la conflagration et là, il aperçoit Gabrinovic qui est emmené par la police. À ce moment-là, il envisage de le tuer, mais il voit le cortège passer devant lui. À ce moment-là, il n'a pas le temps de réagir. Toutefois, il reste lucide, ce qui est tout de même très fort. Il traverse le quai et il se poste rue François-Joseph, parce qu'il sait que si le convoi suit son programme, eh bien, ils doivent repasser ensuite par ici pour se rendre au musée. Donc, Principe va se placer ici et le musée est là-bas. François Ferdinand est à la mairie à 10h30. Il n'est pas content du tout, du tout, du tout. Et quand il n'est pas content du tout, François Ferdinand, on le sait tout de suite. Le maire, qui est Fehim Effendi Kurtic, fait un discours, mais comme il en stresse, eh bien, il se contente de prononcer le discours qu'il a répété les jours précédents, qui évidemment ne convient plus du tout. Il transpire, et François Ferdinand lui jette « Je viens ici à votre invitation et vous m'accueillez avec des bombes ». Évidemment, le maire est tétanisé, Sophie parvient à calmer son époux, et le maire termine son discours. François-Joseph prend les feuilles où est rédigée sa réponse, et on se rend compte à ce moment-là bien que ces feuilles sont tachées du sang des blessés, ce qui jette à nouveau un froid. François Ferdinand improvise un petit discours, il remercie les personnes présentes d'avoir montré leur soulagement à la suite de l'attentat raté. Peu après, Sophie aperçoit une petite fille et dit que cette petite fille a le même âge que l'une de ses filles. Pendant ce temps, l'archiduc envoie un télégramme rassurant à l'empereur. Il fait également des reproches au général Potiorek, qui a manifestement mal géré sa protection, puis on discute de la suite de la visite. Il est décidé à ce moment-là d'annuler la visite au musée et le couple, donc, doit se rendre à l'hôpital pour prendre des nouvelles des blessés. Et pour cela, donc, on doit reprendre le quai d'Appel et refaire le parcours dans l'autre sens. Donc, le cortège quitte la mairie vers 11h et cette fois, Harare prend place sur le marchepied du côté de la rivière. Principe, lui, n'a pas bougé. Le cortège est réduit à 4 véhicules, dont une devant l'automobile de l'archiduc. Donc il suffit de suivre le quai et se rendre sauvé. La voiture prend donc le quai d'Appel comme il est prévu, sauf que on a oublié de prévenir les chauffeurs et ceux-ci remontent après le bazar en direction de la rue François-Joseph où est justement installé Principe. Principe aperçoit le cortège, il court vers la voiture. Au même moment, le général Potiorek interpelle le chauffeur, il lui dit qu'il faut s'arrêter, que ce n'est pas le bon chemin, donc le chauffeur stoppe la voiture. La voiture n'a pas de marche arrière, il faut la pousser. Principe arrive alors. Il essaye d'attraper sa bombe, il n'y parvient pas, il sort son pistolet. Il hésite une seconde en apercevant la duchesse Sophie, et finalement il tire 2 fois à bout portant. De l'autre côté de la voiture, sur le marchepied, Harare assiste impuissant à la scène. Et nous en arrivons ainsi à cette illustration qui correspond donc plus ou moins à la réalité. Le dessinateur a manifestement essayé de recréer l'univers de Sarajevo, et vous voyez au loin cette architecture plus ou moins orientale. La voiture correspond également au modèle utilisé pour la visite de l'archiduc, mais la scène elle-même est assez fantaisiste. Elle répond à un besoin de dramatisation. On a Principe, ici, qui fait feu. Personne n'est présent pour la protection de l'archiduc, si ce n'est ce soldat chenu qui se tient aussi loin que possible de l'action. Et puis surtout, vous avez la pose très théâtrale du couple assassiné.
Contrairement à l'image que vous voyez ici, aucune des victimes ne bouge au moment de l'impact. En réalité, la duchesse est touchée à l'artère gastrique et l'archiduc à la jugulaire. Dès ce moment-là, plus rien ne peut les sauver. La voiture fonce droit devant et c'est à ce moment que Sophie s'affaisse lentement et Potiorek voit du sang couler de la bouche de l'archiduc. Potiorek comprend la situation, Harrach attrape le col de l'archiduc pour le maintenir assis et l'archiduc prononce ces dernières paroles. Sophie, Sophie, ne meurs pas, reste en vie pour nos enfants. Et puis, ce n'est rien. Et ensuite, tout est fini. Quand la voiture arrive au palais du gouverneur, la duchesse est déjà morte et l'archiduc est dans le coma, il ne se réveillera pas. Pendant ce temps, la foule s'est refermée sur le principe. On l'a empêché de se suicider et aussi on a empêché la foule de le lyncher. Il est traîné en prison. Le lendemain, le petit journal titre bien sûr sur cet assassinat. On relate les événements et puis on est très vite dans la compassion, d'autant qu'on connaît les derniers mots de l'archiduc à son épouse. Et donc parmi les photos, on retrouve la famille des victimes et les 3 orphelins qu'il laisse. L'humanité est sur la même ligne, simplement, eh bien, on a choisi d'autres photographies de l'archiduc, de son épouse et de leur famille. Vous les voyez ici. Le lendemain, l'une de Petit Journal est encore consacrée à l'assassinat de Sarajevo, tandis que la une de l'Humanité passe déjà à autre chose. Et effectivement, dès le 1er juillet, eh bien, l'information n'a plus sa place dans les journaux. En fait, elle est traitée comme un fait divers tout à fait banal. Simplement, le 6 juillet, on évoque les obsèques de l'archiduc. En réalité, on n'a plus rien jusqu'au 12 juillet, date à laquelle paraît cette illustration. Vous avez ici son titre. En revanche, on ne distingue pas la date pour une bonne raison. Il ne s'agit que de la 4e de couverture de cette édition du Petit Journal illustré. La première page est occupée par cette autre illustration, moins connue, mais qui en dit beaucoup sur l'événement et sur la façon dont il est perçu au départ. Son titre, La tristesse du vieil empereur qui se désole, rien ne m'aurait été épargné sur cette terre. En agrandissant l'illustration, on découvre au centre l'empereur d'Autriche, Hongrie, François-Joseph, avec tout le décorum de l'Ancien Régime à la française. Pour rappel, François-Joseph est né en 1830 et il règne depuis 1848. Autrement dit, en 1914, il a 84 ans et il règne depuis 66 ans. Et sur cette illustration, il est entouré par les ombres de ses proches morts prématurément, parmi lesquels on reconnaît surtout son fils Rodolphe, dont on ne connaît pas exactement encore aujourd'hui les circonstances de la mort, suicide ou assassinat, et ensuite son épouse, l'épouse de François-Joseph, Élisabeth, dite Sissi, poignardée par un anarchiste en 1898. Au cours de sa longue vie, François-Joseph verra disparaître une trentaine de ses proches, dont 2 de ses enfants. Donc effectivement, il a quelques raisons de se sentir affligé. Notons toutefois que François-Joseph détestait son neveu et successeur François-Ferdinand et n'a sans doute pas ressenti beaucoup de chagrin en apprenant sa mort. Regardons maintenant la date de notre petit journal illustré. On est donc le 12 juillet 1914. Le drame s'est produit le 28 juin. On est donc 2 semaines après l'assassinat. Cette image nous donne le sentiment qu'à cette date, la presse française est encore dans le pathos et on ne perçoit pas encore les implications politiques de l'événement. C'est aussi finalement l'impression que laisse cette illustration. Il faut savoir que les Allemands, dès début juillet, ont poussé l'Autriche-Hongrie à agir très rapidement en envahissant la Serbie afin de profiter de l'effroi et de la stupeur créée par l'assassinat. L'Autriche-Hongrie n'a pas été capable de réagir avec rapidité, mais si elle l'avait fait, eh bien peut-être que le conflit aurait été circonscrit aux Balkans, et ça nous ne le saurons jamais. C'est toutefois ce que laisse penser donc la réaction de la presse française au début du mois de juillet 1914. Le 16 juillet, on apprend par le Petit Journal que Poincaré, le président de la République, et Viviani, le président du Conseil, partent pour la Russie. C'est un voyage diplomatique qui est prévu depuis longtemps. Ce qu'on ne sait pas, en revanche, c'est que l'Autriche-Hongrie attend que Poincaré et Viviani soient sur le chemin du retour pour envoyer leur ultimatum à la Serbie afin que Russes et Français ne puissent pas se concerter et que la guerre soit limitée à un affrontement austro-serbe. Le 25 juillet, l'événement, donc cet assassinat de François-Joseph, revient à la une avec ce fameux ultimatum. Il partage cette une avec un fait divers qui est exceptionnel, c'est le procès de Madame Caillot, qui est l'épouse d'un ministre et qui a assassiné le directeur du Figaro. Dans l'Humanité dirigée par Jean Jaurès à la même date, eh bien, on semble réellement prendre conscience de ce qui se joue. À partir de là, les événements vont se précipiter. Dans l'Humanité, on a encore l'espoir
de préserver la paix grâce à l'action des socialistes, notamment par la grève. Et dans le petit journal, eh bien, on évoque la crise européenne, mais l'Europe a connu tellement de crises depuis 1898 que on n'imagine pas la guerre réellement proche. Cependant, vous voyez ici le 29 juillet, eh bien, la une du petit journal devient beaucoup plus martiale. Vous pouvez lire ici, soyons prêts. À l'humanité, eh bien, on espère toujours la paix. On est ici le 30. Et le 1er août, on apprend la mort de Jean Jaurès. On acquiert aussi la certitude que la guerre est imminente. Vous pouvez lire ici. Le sort en est jeté. Nous sommes à la veille de la guerre. Le lendemain, c'est la mobilisation. On essaie de croire encore à la paix. La mobilisation n'est pas la guerre, mais c'est une erreur parce que pour l'Allemagne, pour que le plan Schlieffen fonctionne, eh bien, la mobilisation doit nécessairement être suivie d'une déclaration de guerre. Et donc, le 3 août, on dénonce l'attitude de l'Allemagne et le lendemain, donc, on annonce la guerre. On approche de la fin de cette vidéo, donc je vous invite à nouveau à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. Et ça nous a permis de voir comment, dans la presse française, au cours du mois de juillet 1914, on est passé lentement de la compassion à la guerre, comment on est passé du fait divers à la tragédie collective. Ça nous montre comment aussi les Français ont pu ressentir cet événement. Je vous rappelle, on est en 1914, la seule façon de se tenir au courant de l'actualité internationale, ce sont les journaux. Et donc, on a pris sans doute cet assassinat d'un archiduc lointain comme un fait divers banal, et puis ce fait divers banal est revenu brutalement dans l'actualité à la fin du mois de juillet, et finalement il est entré dans la réalité des Français. On a vraiment l'impression que jusqu'à l'ultimatum autrichien, les journaux n'ont pas conscience du danger qui menace et qu'ensuite, malheureusement, eh bien, il est trop tard. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À nouveau, je vous invite à vous abonner. Puis je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une petite promenade dans les rues de Paris. Je pense que nous irons rue de la Pompe.